Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, s'impose comme l'une des figures de proue du panafricanisme moderne. Dans un contexte mondial marqué par des changements géopolitiques majeurs, il milite pour une Afrique pleinement souveraine et plaide en faveur d'une multipolarisation des relations internationales. L'avenir de nos pays ne se décidera pas à Washington, à Paris ou même à New York. C'est entre les mains de nos populations, c'est entre nos mains. Et nous devons compter sur nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler avec d'autres, mais le secours viendra d'abord de nous-mêmes et ensuite nous allons voir les termes sur lesquels nous allons travailler avec les autres. Nous sommes ouverts à tous les pays, mais même dans l'exploitation des ressources, que ce soit minières, des ressources naturelles et autres de nos pays, il faut que ça se fasse sur des termes qui bénéficient d'abord à nos populations, qui s'inscrivent dans le cadre de la transformation structurelle de nos économies, c'est-à-dire aussi le coton, si on le transformait dans nos pays, nos ressources minières aussi, on n'a pas à les exporter de façon brute. S'il y avait cette transformation, ça créerait plus d'emplois. Donc vous avez abordé la question de la transformation des économies du Sahel également. Absolument, c'était une dimension essentielle parce que nous avons dénoncé le fait que, ou en tout cas une des aspirations de l'AES, c'est de sortir du modèle économique post- ou néocolonial qui est en place et qui ne créait pas des conditions nécessaires. Autant nous demandons la souveraineté politique. Nous pensons qu'il est important qu'il y ait une souveraineté économique qui rabat les cartes des discussions avec les partenaires pour qu'on puisse aller d'égal à égal et aller dans les partenariats gagnant-gagnant. Et est-ce que la question du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, a été abordée lors de ce panel? Bon, cette question a été abordée. Nous avons été suffisamment clairs dans les échanges pour expliquer les conditions dans lesquelles ceci s'est passé et ce que nous dénoncions à l'époque, c'était surtout la propension de ces organisations d'abord à prendre des sanctions illégales et illégitimes contre les populations parce que dans le cas de la CEDEAO, la fermeture des frontières, on l'a dit, on le redit, n'existe dans aucun document. Dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les sanctions financières qui ont été prises par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à travers vraiment j'allais dire même la prise de contrôle des avoirs financiers de nos États n'est prévue aussi dans aucun texte par rapport à ça. Donc nous avons dit que bon, ce sont ces mesures qui étaient illégales qui ont été utilisées. Et pire, nous pensons que les sanctions qui ont été prises ne visaient pas nécessairement même le retour à l'ordre constitutionnel. L'objectif recherché, c'était vraiment de punir les populations, d'en faire des boucliers humains, et en sanctionnant ces populations, qu'elles allaient pouvoir se lever contre les régimes qui sont en place et qu'on puisse arriver à un renversement de ces régimes. Donc c'est toutes ces questions et le fait aussi que nous avons rappelé, ce qui a vraiment été le point culminant, c'est la menace d'intervention militaire au Niger, un des États membres de l'organisation, sous injonction étrangère, que nos pays, Mali et Burkina, ont décidé d'entrer en guerre si cette menace se matérialisait. Ce qui a stoppé cette menace, mais ça a affecté la crédibilité et la confiance de nos pays en ces organisations qu'elles n'étaient plus, en tout cas dans une posture de défendre nos populations, de défendre nos intérêts et qu'elles présentaient désormais une menace. Mais nous sommes sortis juste dans l'analyse de cette situation et de la réponse à la CEDEAO et en allant vraiment en disant que l'AES, c'est vrai, a été créée dans une situation qu'on peut considérer comme elle était contre une mesure, elle s'est élevée contre quelque chose, mais aujourd'hui nous travaillons pour nos pays, pour notre souveraineté, pour renforcer l'intégration économique et commerciale entre nos pays, mais pour aussi travailler à matérialiser l'idéal d'intégration qui ne nous a jamais quittés. Que pensez-vous des initiatives? Il y a eu celle du président sénégalais justement pour tenter de convaincre les pays du Sahel de revenir au sein de la CEDEAO, qui finalement ne renonce pas au Mali, ne renonce pas au Niger, ne renonce pas au Burkina Faso. Il y a comme une forme de regret. Nous pensons qu'il est important que les gens réalisent que ce qui est en cours au niveau de l'AES n'est pas un épiphénomène. C'est un engagement sérieux de ces pays qui ont pris une voie, qui ont décidé de se mettre ensemble. On ne s'est pas mis ensemble aussi par accident. Pourquoi faire en sorte que nos pays puissent parler d'une seule voix? Et cette option qui a été prise est une option sérieuse, elle s'inscrit dans la durée.
Donc il est important que toutes les initiatives qui se manifestent prennent en compte la décision de ces pays de continuer sur cette voie, mais en n'excluant pas de parler aux autres. Le dialogue, on est obligé parce qu'on est condamné, parce que personne ne va déménager de cet espace. D'arriver à une confédération entre nos trois États, quoi qu'il en soit, parce que certains aussi ont dit ça, nous avons répété dans le panel, que même notre enclavement n'est pas une condamnation à mort, loin de là, il faut le voir différemment. Nos pays dépendent les uns des autres. On a indiqué que oui, ils disent que oui, trois pays enclavés qui se mettent ensemble, pays pauvres, tout ça, il faut sortir de ce narratif. Et puis en plus, il y a des pays même non CEDEAO qui viennent aussi nous faire des offres par rapport à cela. La Suisse est un pays enclavé. Elle vit et c'est un pays très riche. Donc je pense que prendre ça comme un épouvantail pour faire peur aux gens ne marchera pas. Donc nos pays ont existé avant ces organisations, elles vont exister après. Et je pense que nécessairement, il faut intégrer qu'il y a une nouvelle donne géopolitique dans la région. Il y a une reconfiguration. Et cette reconfiguration va amener à revoir toutes les cartes. Maintenant, elle va nous amener vers quoi? Personne ne sait. Mais au niveau de l'AES, nous avons pris un chemin que nous connaissons. Nous allons nous concentrer sur ce chemin. Il appartient aux autres aussi de faire leur travail. Et il est indispensable que nos pays puissent aussi respecter leurs engagements et faire en sorte que les pays enclavés ne soient pas punis. Parce qu'il y a même des conventions internationales qui quand même donnent le droit à des pays enclavés d'avoir un certain nombre d'accès qui doivent pouvoir être facilités. Bon, maintenant il y a des incidents, il y a une tension entre les deux pays, il y a des échanges qui sont en cours. Je suis certain que ça va être surmonté. Mais quoi qu'il en soit, l'option que les pays de l'AES ont prise, personne ne va nous dissuader par rapport à ces efforts. Aucun pays ne doit pouvoir faire de chantage contre nos pays à cause de notre situation d'enclavement. Ton discours inspire une réflexion profonde sur l'avenir du continent et sa place dans le nouvel ordre mondial. Abdoulaye Diop incarne une vision audacieuse pour le Mali et, par extension, pour l'Afrique entière. Son approche repose sur l'idée que le continent ne doit plus se contenter d'être un spectateur ou un simple réceptacle des décisions prises par d'autres puissances. Il appelle à une Union africaine renforcée, capable de défendre les intérêts du continent sur la scène internationale, tout en affirmant une identité panafricaine forte. Pour Diop, le monde multipolaire représente une opportunité unique pour l'Afrique de diversifier ses partenariats. En s'émancipant des rapports de force traditionnels dominés par l'Occident, l'Afrique peut renforcer ses relations avec d'autres puissances émergentes, comme la Chine ou encore l'Inde. Ce choix stratégique vise à équilibrer les influences tout en augmentant l'autonomie de décision des États africains.